Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Arnaud Faller est avec nous, directeur général adjoint et directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Sophie Chauvellier nous accompagne, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Et Benoît Pelloual, directeur des investissements de Natixis Wealth Management, est également parmi nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là ce soir. Ravi de vous retrouver pour parler de la remontada des actions européennes. Ça arrive de temps en temps, ces séquences de rattrapage, de reprise, où on voit des indices actions en Europe faire mieux que des indices américains, par exemple. C'est ce qu'on observe alors sur quelques séances, mais peut-être même sur quelques semaines désormais. Sophie, pourquoi, comment et jusqu'où ? Alors, on ne va pas bouder notre plaisir, évidemment. Alors, non, ce qu'on observe, c'est effectivement ce mouvement très positif sur les indices européens. C'est avant tout une baisse de la prime de risque Trump. On a, après, là, donc, il y avait énormément de prudence sur les marchés en amont de sa prise de pouvoir, le 21 janvier. Et effectivement, rien n'a été annoncé de particulièrement embêtant pour les entreprises à ce stade. Donc, pas encore de droits de douane. Donc, là, on a vraiment une détente, on le voit dans le secteur du luxe, des spiritueux, c'était très bien dit par Pauline. Et maintenant, il y a quand même des interrogations qui restent, effectivement. C'est un pari à ce stade ? Ça reste un pari à ce stade, puisque alors après, la grande difficulté, on la connaît, c'est qu'on vit à l'ère des tweets maintenant, enfin à l'ère des... Comment on les appelle ? Ou de Truth Social. Des Truth Social, voilà. Qui est le réseau phare de Donald Trump, personnellement. On vit à l'ère de Truth Social, et donc on est bien sûr pas à la merci d'une annonce, mais de mémoire, il a quand même dit que s'agissant des 25% de droits de douane pour le Canada et pour le Mexique, on se déciderait le 1er février. Donc on n'est pas non plus complètement à l'abri d'annonces un petit peu plus tardifs, sachant que l'idée c'est un petit peu le jour de l'intronisation puis les 100 premiers jours. Voilà, donc on est au tout début d'une séquence qui effectivement a été moins désastreuse qu'elle aurait pu être, mais qui laisse toujours des interrogations. Et aujourd'hui, si on regarde la morphologie du marché, ouais. L'Eurostock 50, plus de 60% du chiffre d'affaires des entreprises qui composent l'Eurostock 50, dont LVMH bien entendu, est réalisé hors d'Europe. Donc effectivement, cet environnement où il n'y a pas d'annonce de droits de douane massifs, parce qu'à un moment on était quand même en train de parler de droits de douane massifs sur... Universel. Voilà, universel, laisse de la place à une respiration. D'accord. Donc, l'idée que 60% du chiffre d'affaires de l'Eurostock 50 est réalisé en dehors des frontières européennes, aujourd'hui, c'est vu comme une force et un avantage. Alors, en l'état, c'est un avantage, tant qu'il n'y a pas d'annonces qui prennent ce mouvement à contre-pied. Ouais. C'est d'autant plus un avantage que, in fine, la croissance économique globale va bien. On est toujours dans ce combo, une croissance finalement relativement soutenue, 3% de croissance mondiale, et puis une désinflation. Donc, la toile de fond économique, hors effet désastreux qui pourrait venir, éventuellement d'une politique commerciale américaine, j'aurais tendance à dire que pour les multinationales, tout va bien. Il y a cette expression dans les marchés de monter le mur des craintes, Benoît. Est-ce que c'est ce qui se passe pour l'Europe ? Et comment, je ne sais pas si vous faites un peu d'escalade, mais où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est bien assuré ? Quelles sont les prises devant nous encore pour venir à bout de ce mur des craintes ? Non, mais c'est vrai que le terme est particulièrement adapté à l'Europe. Le point de départ de ça, parce que c'est un mouvement quand même assez marquant. Ça fait 3 mois sur 3 mois, donc c'est quasiment avec l'arrivée de Trump, depuis l'Europe surperforme. Même on a dit depuis septembre, le DAX... septembre qui est le moment où peut-être qu'on a vu à travers les sondages, le pricing, des enquêtes politiques aux États-Unis, c'est le moment où le marché a commencé à le plus anticiper Trump, peut-être avant le résultat du 5 novembre. Et depuis ce moment-là, le DAX fait mieux, par exemple, que le... Et depuis le début de l'année, c'est le CAC qui se distingue. Évidemment, il y a la valorisation en absolu, en relatif. L'Europe était attractive en valorisation. On est en dessous des moyennes historiques, alors que aux États-Unis, on est plutôt dans un contexte d'exubérance, justement, donc ça fait apparaître l'Europe en relatif particulièrement attractif de ce point de vue-là. Ça fait longtemps qu'on parle de cette décote de l'Europe de plus de 40% par rapport aux US. Et ce qui est assez intéressant, alors c'est vrai que en absolu, le potentiel, il n'est pas non plus astronomique. Il faut bien avoir en tête que le contexte de croissance européen, il est quand même relativement mou, mais néanmoins, il y a encore un petit peu de potentiel pour ce mouvement, parce que, si on fait un petit exercice de valorisation, là, j'ai regardé un peu sur le CAC, autour de 7700, 7800 points, vu la prime de risque
dérisque les taux, on valorise une croissance des profits entre 6 et 8%. C'est compatible avec un scénario de croissance à un peu moins de 1. Donc c'est ce qu'il y a dans le consensus aujourd'hui. C'est exactement le scénario central, voilà. Ouais, c'est ça. Donc et si on fait l'exercice en Europe, c'est un peu, il y a encore un petit peu plus de potentiel. Mais enfin voilà, c'est pour ça que le potentiel absolu, il n'est peut-être pas astronomique. Néanmoins, on est quand même assez tenté de continuer à faire ce pari parce que en relatif, ça reste très attractif. Nous, le message qu'on donnait à nos clients depuis un petit moment, c'était de dire bon, on aime beaucoup les États-Unis à très long terme, l'exceptionnalisme américain est parfaitement justifié. Non, il y a peut-être aussi autre chose à faire que quelques valeurs de technologie uniquement sur des niveaux de valorisation très élevés. Et l'Europe apparaissait comme un bon moyen de diversifier son portefeuille, sachant que déjà l'économie offre un profil plus normal. Il faut bien avoir en tête qu'on a eu un choc inflationniste, on a remonté les taux, l'économie a freiné, ce qui est le pattern classique. Donc on peut légitimement penser qu'on aura une stabilisation, voire un début, même modeste, d'amélioration, alors qu'aux US, en termes de dynamique, l'économie est censée freiner pour gagner la maîtrise de l'inflation. Et puis ensuite, on a une dynamique de politique monétaire de ce fait-là qui est plus favorable en zone euro et qui se confirme justement où on a une Fed, du fait de Trump, aura plus de mal à délivrer les baisses de taux. Alors chez nous, nos économistes croient encore à 3 baisses de taux malgré tout, hein, mais on aura plus de facilité à les délivrer côté européen. Ça se fera sur pièce pour la Fed, hein, je veux dire. Alors oui. Qu'en Europe, il y a probablement un peu plus de certitude, donc ça c'est un soutien aux prix actifs. Et il y a potentiellement des bonnes surprises. Les tarifs, les barrières douanières, c'est peut-être moins douloureux que prévu. Hein. Il ne faut pas oublier que Trump, politiquement, il a été élu sur le pouvoir d'achat. Mettre des barrières douanières partout, ça va être aussi compliqué en termes d'inflation chez lui. Et puis il y a la Chine aussi. On évoquait les valeurs européennes très exposées à l'international. La Chine dans une situation extrêmement délicate. Jusqu'à présent, la relance qui a été faite n'a pas été si probante. En tout cas, d'un point de vue économique, on s'attend à ce qu'il y ait à un moment des annonces qui ciblent le consommateur chinois. La première zone à en profiter indirectement, ce sera plutôt la zone euro. Donc en relatif, on est encore tenté de continuer à faire un peu ce pari de l'Europe par rapport aux US, en tout cas sur les actions. C'est ce qu'on m'a dit hier sur la Chine, mais peut-être que ça s'applique aussi à l'Europe. Toute surprise par rapport au scénario central a de grandes chances d'être une surprise positive. Exactement, alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, il y a quand même plus de chances qu'on ait des surprises négatives. On évoquait justement la semaine qui s'ouvre avec les valeurs de technologie qui vont publier. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait une bulle sur la tech ou à long terme, il y a plein de leviers, etc. Néanmoins, il y a des attentes qui sont un peu déraisonnables sur certains segments de la tech. Le simple fait d'avoir une déception avec de tels niveaux de valorisation, une concentration importante des indices, le poids de la tech dans l'économie américaine, ça peut entraîner pas mal de volatilité. Donc il y a plus un potentiel de surprise négative là-bas et un potentiel de surprise positive chez nous. Arnaud, sur ce cas européen, là, cette séquence de remontada, et puis alors vous avez travaillé, vous mettez à jour des scénarios trimestriels chaque mois chez CPR Asset Management, et vous avez attendu quelques jours après l'investiture de Trump là, pour jauger un peu, j'imagine, de l'animal et peut-être équilibrer ces scénarios pour les 3 prochains mois. En fait, on avait déjà, effectivement, Trump, c'est quand même celui qui domine les marchés depuis même septembre, hein, avant même l'élection de novembre, puisque la montée dans les sondages de Trump a fait pas mal bouger les choses, et effectivement, une surperformance des US versus le reste du monde. Et donc, depuis le début, on met quand même un scénario central centré sur un Trump pro-business et qui préférera les négociations que la guerre commerciale. Pour autant, donc en gros, on a 65% de proba où, effectivement, il va préférer les négociations. D'ailleurs, ce qu'il a dit sur la Chine récemment, là, les derniers. C'est ce qu'on a vu cette semaine, quoi. C'est ça. Exactement. C'est donc 65%. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oui, sur la Chine, il a dit ça me désolerait d'avoir à mettre ces tarifs. J'aimerais bien ne pas avoir à mettre ces tarifs. Manifestement, et puis il a invité quand même le vice-président à la cérémonie d'investiture. Donc on voit bien qu'il a envie. Et il a protégé TikTok aussi pour 70 jours. Il préfère, pour l'instant, la négociation et il est pro-business. Il faut se rappeler qu'il a quand même, malgré tout, il était même à Wall Street avant l'investiture pour sonner les cloches de clôture. Donc on pense ça, pour autant, donc 65%, mais en même temps, il est quand même. Il voudrait quand même que ça se passe bien et donc la menace, elle est totalement crédible. Il sait le faire. En 2017, il l'a fait. Hein. Pas autant que prévu, mais il sait appuyer sur le bouton hausse de droits de douane. Il faut le rappeler qu'il appelle ça les droits de douane, c'est aussi important que l'amour et la religion. Donc il sait très bien le faire. Le plus beau mot du dictionnaire, c'est tarif.
Exactement. Donc, et dans ce cas-là, on aurait 35% des cas, on aurait une guerre commerciale. Et dans ce cas-là, malheureusement, certes, la bourse US serait aussi impactée parce que c'est pas une bonne nouvelle pour l'ensemble du monde, mais on aurait l'Europe et la Chine les émergents de manière générale, qui seraient bien attaqués et qui sous-performeraient. Mais je reviens sur l'Europe. Effectivement, tant mieux. Il y a les anticipations de bénéfices sont entre 6 et 8, donc tant mieux. Mais pour l'instant, on a plutôt assisté à une re-rating que une progression eux-mêmes des bénéfices. Depuis le début de l'année, ce n'est pas encore revu en hausse. Il nous semble être vraiment confortable pour aller au-delà des quelques semaines, pour vraiment augmenter encore les poids. On l'a fait, mais on l'a fait de manière mesurée. Pour augmenter le poids des actions européennes dans les portefeuilles, il faudrait des cadres plus forts. Alors, évidemment, la BCE a tracé la route sur les baisses de taux. Là, c'est effectivement, je partage, c'est totalement... la route, elle est bien tracée, donc c'est probablement une baisse par réunion. Avec une cible sous les 2% fin 25. Les catalystes qui nous semblent importants, c'est effectivement la levée de l'incertitude sur les tarifs. Ah oui. Mais ensuite, est-ce que les élections allemandes peuvent être un vrai game changer? Donc le 23 février, rappelez quand même qu'a priori, ce sera le CDU associé au SPD. Voire un peu plus si besoin. Oui. Ben oui. Justement, ça peut être un point, ça. Oui. Parce que, et donc, pourquoi pas? Donc là, il va y avoir sur la table, effectivement, le lever de frein à la dette. Évidemment, on n'est pas naïf parce que en Allemagne, on n'ouvre pas les vannes de manière très forte, violemment. Mais pour autant, ne serait-ce que 0,30, 0,40, 0,50 points de PIB, c'est sur la table. On sait qu'il y a des besoins de relance d'infrastructures en Allemagne parce que ça soit les infrastructures énergétiques ou en Europe du Nord, la partie mer du Nord dépend effectivement des éoliens, mais le Sud a eu quelques problèmes. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu des épisodes de Dunkelflaute. Ça veut dire quand il n'y a pas assez de vent et quand il n'y a pas assez de soleil. Oui, d'accord. Aussi bien en novembre qu'en décembre, il y a eu 3-4 jours. Et c'est très compliqué pour les Allemands. Très, très compliqué. Heureusement qu'on est là. Heureusement leur vente de l'électricité. Alors, la Norvège et la Suède aussi. Effectivement, le nucléaire devient sur la table, arrive sur la table, et probablement il y aura ou bien une reconduction des centrales qui devaient être fermées, ou bien des petits modules, ce qu'on appelle les FMR. Donc en tout cas, et même ils évoquent aussi des tarifs différents selon les zones. C'est-à-dire l'Allemagne du Nord aurait un tarif électrique moins cher que le reste. Donc ça veut dire que ça bouge dans l'Allemagne. Une stratégie tournée vers la compétitivité à nouveau. Exactement, parce que l'handicap de l'Europe, c'est quand même le prix de l'énergie. Il faut juste se rappeler que c'est majeur. C'est bien de le redire. D'ailleurs, le prix de l'électricité à 50 euros, le prix du gaz à 50 euros du mégawattheure, il est assez haut. C'est un handicap majeur. Si effectivement il y a une volonté européenne, y compris que ce soit au niveau de la Commission ou au niveau des Allemands, c'est très possible que tout d'un coup, les perspectives nous rendent beaucoup plus sereins sur au-delà de un mois ou deux. C'est quand même un truc important, c'est le prix de l'énergie qui est un handicap majeur, que ce soit la partie cyclique ou la partie consommation. Donc, et puis après, l'autre chose, c'est en géopolitique, est-ce que oui ou non, il peut y avoir un cessez-le-feu en Ukraine? Possible, même si la probabilité qu'il y a une paix durable, elle est beaucoup plus faible. Vous avez vu que, en fait, le deal qu'il pourrait y avoir entre, c'est évidemment pas un sujet simple, mais pour autant, entre Poutine et Trump, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Trump voudrait un deal de territoire et Poutine voudrait un deal de souveraineté. D'où le fait que la garantie que les Ukrainiens demandent, proximité de l'Europe, voire intégration dans l'OTAN, passe par des mobilisations des forces, une armée au sein de l'Ukraine, et ça, Poutine a dit qu'il n'était pas prêt d'accepter qu'il y a une armée européenne en Ukraine. Oui, Trump a d'ailleurs mis un peu d'eau sans vin de ce point de vue-là. On devait arrêter la guerre day one. Bon, il a tout de suite, effectivement, rallongé un petit peu l'horizon au fur et à mesure qu'il voyait la victoire se profiler. Donc, un cessez-le-feu, ce serait déjà souligné par les marchés. Comment vous réfléchissez à ces événements? Alors, c'est très spéculatif, j'imagine, mais on est obligé d'imaginer le 23 février en Allemagne et après, l'idée d'une pause, d'un cessez-le-feu dans le conflit de haute intensité qui dure depuis plus de 2 ans maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que ça peut générer? Vous parlez de la prime de risque Trump. Est-ce que ça peut enlever encore un peu plus de primes de risque sur les actions européennes? Ça s'inscrit complètement dans l'idée que vous évoquiez, de gravir le mur des inquiétudes. C'est-à-dire qu'effectivement, on identifie très très bien sur l'Europe ce qui pourrait finalement maintenant se passer bien. Il y a un parcours. Voilà, on a vraiment fait le plein de ce qui pouvait se passer mal. Et là, on a effectivement un certain nombre de leviers. Après, l'Europe reste l'Europe.
la croissance potentielle en Europe, et voilà, elle est ce qu'elle est. Mais on part donc d'un niveau bas et la dérivée seconde est positive. Elle est potentiellement positive, elle peut même accélérer un petit peu plus. Donc, politique monétaire, politique budgétaire, peut-être même un petit peu plus qu'une relance allemande. On peut imaginer effectivement que tout ça s'organise de façon un petit peu plus large. Il y a eu pas mal de discussions. Cesser le feu en Ukraine, reconstruction. Enfin, il peut se passer quand même un certain nombre de choses, plus ou moins fléchées, mais une volonté, on en parlait en antenne tout à l'heure, mais peut-être aussi un petit peu de simplification réglementaire, parce que la contrepartie de la déréglementation trumpienne, c'est quand même un petit peu de pragmatisme européen. Et ça ne peut pas nous faire de mal, en tout cas, tout en gardant une ligne conductrice, on peut quand même essayer de simplifier un petit peu. Alléger, assouplir, oui, rendre pragmatique. Ouais. Comment on joue ça sur les marchés? C'est aussi la question derrière, Sophie. Alors, comment on se positionne, comment les marchés pourraient réagir et quelle serait la meilleure manière d'en profiter? C'est le job sur cet univers des actions européennes. Il y a pas mal de choses. On est quand même dans une logique procyclique. Donc, logique procyclique veut dire, effectivement, pas de droits de douane, aller rechercher les multinationales qui avaient été un petit peu pénalisées dans ce mouvement trumpien. Il y a toujours des choses très très intéressantes du côté des financières. Pourquoi ? Parce que la capacité à générer des bénéfices des grandes banques, des assurances, etc., a été reconstituée avec la normalisation de la politique monétaire, et que maintenant, une Europe qui repartirait un peu avec une réaccélération des volumes de prêts, avec un environnement qui serait un peu plus porteur, permet aussi une poursuite de la réduction des codes de valorisation. On rappelle que les financières, elles se payent toujours 0,7 fois la bourse, la valeur des actifs, pour un rendement de 6 à 7%. Donc il y a encore des choses à faire. Et ça fait 3 ans que c'est un secteur qui surperforme. Voilà. Donc il y a encore des choses à faire de ce côté-là. C'est pas fini. Et ça reste pas cher. Oui, ça reste absolument pas cher. Donc il y a toujours des choses à faire de ce côté-là. Il y a des choses, à mon sens, qui pourraient être intéressantes du côté industriel, puisque effectivement, si on améliore un petit peu la problématique énergétique, alors c'est malheureusement pas tous les secteurs, mais quand même, il y a des choses qui pourraient commencer à s'améliorer à la marge. Il y a eu énormément de déstockage. Les chiffres de PMI, se stabilisent, repartent très très légèrement. Mais bon, on pourrait effectivement... On l'espérait l'année dernière, ça sera peut-être cette année. Ils ont toujours été plus négatifs que la croissance. Les enquêtes ont toujours été plus négatives que la croissance réalisée. Oui, après, dans la pratique, les entreprises ont été obligées de repousser trimestre après trimestre la perspective d'une reprise. Que ce soit dans les secteurs industriels, alors tout ce qui est lié à l'auto, bien entendu, catastrophique, mais pas que. Il y a la construction. Là, il y a potentiellement un moteur aussi côté construction. Et puis, finalement, des taux qui se détendent. Peut-être qu'on va aussi avoir un retour de l'immobilier qui pourrait être plus favorable. Et c'est assez large quand même. Comme choix, option, solution, ça offre un spectre assez large quand même. Parce qu'on part, c'était très bien dit, on part d'un niveau de valo aussi qui est plutôt attractif dans pas mal de domaines. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Benoît, tout ce qu'on dit là, et c'est vrai que à l'issue de la première semaine d'exercice du pouvoir de Trump, voir l'Europe ou les marchés, les prix des actions en Europe s'élever, se réélever comme ça, on se demande si même Trump... Est-ce qu'il n'est pas bon pour l'Europe d'une certaine manière? Mais non, mais je rejoins totalement ce que vient d'évoquer Sophie. C'est très intéressant justement de ce point de vue-là en Europe, parce que le scénario que j'évoquais d'un début de stabilisation et de rebond en disant qu'il n'y a pas forcément un potentiel astronomique, mais on vient de lister tout ce qui peut améliorer le potentiel. Exactement, et tout ce qui peut quand même continuer de permettre de tirer les indices. Parce que pour l'instant, ce scénario-là, il s'entend uniquement, quand on regarde les travaux des économistes, par le simple fait de redistribution de revenus réels, parce qu'il y a de la désinflation. Donc si on arrive à avoir quelques petits éléments de surprise, etc., on retrouve assez aisément du potentiel. Et c'est ça qui est très intéressant en termes d'investissement, c'est qu'on a un peu l'embarras du choix. On part de niveaux de valorisation qui sont très attractifs sur à peu près tout. Ce que Sophie évoquait, le secteur bancaire européen qui a été sinistré pendant des années, il retrouve fondamentalement de l'intérêt. C'est très intéressant. Et en même temps, vous avez des choses qui ne sont pas du tout en même profil boursier, mais qui sont aussi intéressantes. Enfin, on évoquait le luxe, typiquement des valeurs de croissance très internationales exposées à l'équivalent, à ce que j'évoquais en Chine, etc., pourraient en profiter. Donc en fait, on a un peu l'embarras du choix en termes d'investissement, ce qui est exactement l'inverse de ce qui se passe ailleurs, où c'est un peu bouché, tout le monde fait la même chose, il y a une espèce d'unanimisme un peu inquiétant. En Europe, on a l'embarras du choix à faire des choses. Je rajouterais un segment qu'on peut peut-être enfin réinvestiguer, c'est les small mid caps en Europe. J'allais dire, on les attend.
Bah ouais, parce que j'ai regardé les perfs. Ça fait quand même très longtemps. On les attend, quoi. On les attend, mais alors l'élément qui est, à mon sens, important là-dedans, c'est pas tant les perspectives de croissance, parce que c'est pas ça qui les a fait souffrir autant en réalité, c'est vraiment la sensibilité au taux d'intérêt. Et si effectivement en termes de dynamique, on a plus de chances de voir une baisse des taux du côté européen plutôt qu'aux États-Unis, ça peut être une vraie corde de rappel aux valorisations. Donc voilà, donc ça c'est un autre segment qui à mon sens peut être... on peut revenir un petit peu dessus en termes d'allocation active. Et sur l'idée quand même qu'on peut imaginer, et pas juste espérer, mais imaginer des réactions de l'Europe, parce que c'est vrai que, alors moi j'appelle ça maintenant le pessimisme de l'atmosphère, c'est tellement ancré dans les logiciels médiatiques ou autres qu'on a l'impression que c'est toujours plié. Ouais, le rapport Draghi, ça y est, c'est déjà aux oubliettes, on n'en parle plus, etc. Moi, tout le monde me parle du rapport Draghi pour venir me dire, on n'en parle plus. Mais le fait de dire qu'on n'en parle plus, c'est déjà une manière de continuer d'en parler. Enfin, je caricature un peu, mais est-ce qu'il y a quand même des éléments, des pistes, des indices qui montrent que l'Europe, alors peut-être que ça passe sous les radars, mais Sophie évoquait des discussions, je sais pas, sur la défense, sur la réglementation. Il y a des choses qui sont déjà en train de bouger ou qui sont dans les cartons potentiellement. C'est concret. Et en termes de potentiel, c'est hyper important parce que l'Europe, par exemple, quand on regarde la France, l'Allemagne, on a un taux d'épargne qui est encore supérieur au taux d'épargne d'avant Covid. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Ça, c'est lié à quoi? À justement cette incertitude, cette sinistrose généralisée, où effectivement les ménages ont pas trop envie de consommer, les entreprises pas trop envie d'investir. À l'inverse, justement, ce genre de phénomène et l'arrivée paradoxalement d'un Trump au pouvoir aux États-Unis peut mobiliser en Europe. On reparle du rapport Draghi avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on peut peut-être aussi faire preuve de pragmatisme dans notre régulation. Certes, on veut être les bons élèves sur la transition énergétique, sur à peu près tous ces sujets. On veut être le meilleur élève possible dans le monde. On se rend compte que ça va nous coûter extrêmement cher d'un point de vue économique si on veut tenir des objectifs aussi ambitieux et qu'on va peut-être devoir faire preuve d'un peu plus de pragmatisme avec l'arrivée de quelqu'un comme Trump au pouvoir. Et c'est très concret. Justement, on l'évoquait, les autorités françaises, le gouvernement, ont envoyé un mémo à la Commission européenne dans laquelle on demande d'ajuster la régulation, notamment CSRD, enfin toutes les contraintes réglementaires qui pèsent sur les entreprises, en tout cas de les amender, de se focaliser sur ce qui compte le plus, et notamment l'investissement dans de l'innovation pour le climat, etc., et de lever le pied sur peut-être des choses qui sont peut-être pas immédiates et qui risquent de faire souffrir la croissance. Et là, il y a un point de convergence avec l'Allemagne. Et en plus, j'imagine. Donc en fait, on voit qu'il y a de ce point de vue-là vraiment quelque chose à faire. Il y a un vrai potentiel qui peut être mobilisé, et paradoxalement, cette menace Trump, elle peut mobiliser ce potentiel. Et vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a une place pour arbitrer cette question réglementaire sans revenir complètement en arrière. C'est en gardant quand même l'idée que l'Europe peut apporter quelque chose en matière d'encadrement, de cap sur la transition, les transitions, etc. Mais il le faut en termes d'investissement, c'est extrêmement important. Enfin, c'est ça. Aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui vont aussi dans la transition. Il y a plus d'investissements qui vont dans la transition climatique que d'investissements qui vont dans le fossile, quand même, au niveau global. Il faut avoir en tête ces masses-là. Donc, c'est pas sur ce volet-là. D'ailleurs, encore une fois, dans le rapport Draghi, tout le monde s'était focalisé sur il faut dépenser plus pour investir. Les trois quarts du rapport repose sur prenez des risques, mais oui, sur qui empêche cette prise de risque. Bien sûr. Et c'est sur ce volet-là où peut-être on s'est montré particulièrement ambitieux à vouloir réguler absolument tout, être le meilleur élève possible. C'est plus sur ce volet-là où il y a des choses à faire. Évidemment, ne pas remettre en cause tous les investissements nécessaires, parce que de l'autre côté, ils vont les faire aussi. Ouais. Donc c'est vraiment sur ce volet régulation, incitation à prendre du risque qui est l'Europe très important. peut garder effectivement un gros levier, justement. Bien sûr, garder cette avance sur la question de la transition, encore une fois, qui génère beaucoup d'investissements chez nous, alors à cause ou grâce à une réglementation qui a été bien pensée, pour dire les choses, mais je veux dire, on peut à la fois desserrer un peu la réglementation, mais garder aussi cet avantage tourné vers la transition qui fait que des investisseurs mondiaux viennent chez nous regarder comment on fait la transition, quoi. Mmh. Je pense qu'on en est persuadé. Effectivement, on a un atout qu'on oublie souvent de dire, malgré tout, c'est qu'on a une épargne en Europe, un stock d'épargne monstrueux, en plus qui une collecte très forte post-Covid, que ce soit en France, Allemagne, les Allemands, c'est encore pire que nous en ce moment en taux d'épargne. Simplement, elle n'est peut-être pas au bon endroit.
C'est pour ça que... Elle est à l'endroit où les épargnants ont décidé de la mettre. Oui, mais ce qui se passe, c'est que là, je suis d'accord, mais on peut inciter, on peut réallouer l'épargne. C'est-à-dire que il y a des on peut proposer, oui, effectivement. On peut réallouer l'épargne avec des incitations. Les Américains font ça aussi parfois, il faut être moins de naïveté. Mais par exemple, ce qui a été fait en France sur la loi industrie verte, où on demande il y a une obligation de mettre du non-coté dans toutes les grilles à horizon. Et ça, c'est du local. Parce que, juste au passage, le poids des actions US dans les sites européens, aujourd'hui, il est plus fort que les actions européennes. D'accord. En 10 ans, le poids des actions US, qui était minoritaire, il est passé majoritaire. Et inversement, le poids des actions européennes, il est passé... Donc les fonds de réglementation européenne vendus sur le territoire européen, destinés aux épargnants européens, se retrouvent plus à la fin que d'actions européennes. On ne peut pas leur donner tort, quand on regarde la performance des dernières années. Mais encore une fois, pour trouver les pépites de demain, ça commence aussi, et on reviendra justement au point que vous évoquez, small cap, ça commence aussi par ce segment-là. Ce segment-là qui a effectivement été attaqué, c'est évident. Ceci, sur 30 ans, les small cap françaises, elles ne font pas moins bien. Non, c'est depuis 4-5 ans que c'est un peu dur. 4-5 ans, c'est attaqué. Mais si on mobilise l'épargne sur, que ce soit le non-coté ou les small cap, après, franchement, on va préparer les champions de demain. Ouais, je comprends. Et les champions de demain, ils seront locaux. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même, on a l'argent, simplement, il n'est pas mis au bon endroit. Et les idées en France sont très bonnes. Franchement, les performances, encore une fois, sur un horizon long, il n'y a rien à dire, même face aux Américains. Oui. Il y a des marchés de small cap en Europe, l'Italie, qui fait très bien, historiquement, etc. Sur cette question de l'épargne, c'est pas facile de réallouer l'épargne comme ça. Et en plus, c'est souvent aussi comme ça qu'on va financer des projets hasardeux et qu'on se retrouve avec une mauvaise allocation de l'épargne. Ce qui est vraiment fondamental, et c'est là où il se passe un truc aux États-Unis, et il ne faudrait pas passer à côté en Europe, c'est en fait l'optimisme, ça se voit dans les enquêtes d'opinion. Trump vous parle de Golden Age, vous regardez le sentiment des petits entrepreneurs aux États-Unis, mais il a littéralement explosé depuis son arrivée. C'est exactement ce qu'il faudrait réussir à faire si on veut fondamentalement faire bouger l'épargne. C'est pas sous la contrainte ou l'incitation forte avec beaucoup de réglementation qu'on va y arriver, c'est en injectant une espèce d'état d'esprit, c'était ce qui ressortait du rapport Draghi, de vendre une espèce d'optimisme, d'esprit d'entreprise, qu'on y arrivera et qu'on y arrivera aussi beaucoup plus efficacement. C'est un peu le sens du discours de Christine Lagarde aujourd'hui à Davos. C'est intéressant, elle était avec Larry Fink, le patron de BlackRock, dans le panel. Alors Larry Fink dit c'est le moment de revenir investir en Europe. Il y a trop de pessimisme sur l'Europe. Pour tout de suite ajouter, je précise que dans mon esprit, l'Europe reste un mythe, c'est un marché unique qui n'est pas finalisé, etc. Enfin, tout le discours qu'on a. Réponse de Lagarde, et non, l'Europe n'est pas un mythe. L'Europe, c'est un magnifique laboratoire des transitions. Il faut que nous, en Europe, justement, on soit capable de vendre une histoire, désolé pour ce terme-là, mais de vendre quelque chose de beaucoup plus positif, y compris pour nous-mêmes. Parlons un peu quand même alors, si l'Europe va mieux, ou l'Europe boursière est en train peut-être de penser ses plaies, si je puis dire, que dire du marché américain, des risques qui sont présents aujourd'hui sur ce marché américain, qui reste malgré tout incontournable, j'imagine, dans une allocation, Sophie. Oui, tout à fait. Alors, le principal risque, on l'a évoqué, c'est-à-dire que c'est le risque de surchauffe. Aujourd'hui, on a, Donald Trump, avec les encouragements, les incitations, baisse d'impôts, etc., peut provoquer effectivement, et si les tarifs sont mis en place, une surchauffe qui déboucherait sur des tensions obligataires fortes, qui pourraient avoir un effet autoréalisateur de stabilité financière, etc. Et une consolidation boursière un petit peu classique, entre guillemets. Voilà. Là, c'est le risque principal, mais la contrepartie de ça, c'est quand même un environnement avec un esprit animal, le fameux animal spirit positif, incitatif pour l'investissement, et avec une diffusion de la performance. Parce que le marché américain, il a fait très très bien avec cette valeur, mais pas que, je suis d'accord, il y a des très belles valeurs dans l'électrification, etc., qui ont des parcours boursiers fabuleux. Mais quand même, c'était quand même très très concentré. Il y a un tissu d'entreprises extrêmement riche aux États-Unis, et donc on pourrait avoir, au fur et à mesure que l'exceptionnalisme des 7 magnifiques, puisqu'en fait, quand même, les 7 magnifiques ont eu des résultats exceptionnels.
Ah oui. Ils n'ont pas menti. Et les par perspectives hasard. restent d'ailleurs meilleures qu'une bonne partie du reste du marché sur 2025. Mais disons qu'au fur et à mesure, quand même, il y a un rééquilibrage entre les perspectives de croissance magnifique et le reste de la cote. Donc, il y a peut-être... L'écart se rétrécit. L'écart se resserre. Et donc, progressivement, on peut imaginer qu'en fait, ce qu'apportent les baisses d'impôts, ce qu'apporte la déréglementation, c'est une diffusion. Et donc avec une approche beaucoup plus diversifiée, avec beaucoup plus de participants à la hausse, performance. Oui, ou à la performance. Ouais. Et donc quelque part, peut-être moins de cette magnifique et beaucoup plus du reste. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir pas mal de rotation en fait. Quelle est je reste sur les US, mais la vue sur le dollar, je suis désolé, c'est un exercice toujours très compliqué, Non, mais voilà, ça fait partie de l'exceptionnalisme américain. Ça a été un des marqueurs de l'anticipation de Trump. Et alors que les actions européennes montent, on voit le dollar face à ça qui est en train de baisser. Alors vraiment, c'était bien timé. La baisse de la prime de risque Trump, c'est exactement la même chose. On a fait pratiquement donc pratiquement la parité sur le dollar. Là, on est revenu aujourd'hui à 1,04. Donc il va avoir un dollar plus faible, Trump ? C'est ce qu'il veut quand même. C'est ce qu'il souhaite, mais c'est pas nécessairement ce qu'il va obtenir. Mais en tout cas, en l'état, en ne mettant pas de mesures qui portent préjudice à l'ensemble du commerce mondial, la prime de risque qui s'était matérialisée dans $1 se dégonfle. D'accord. Donc voilà. Donc après, à partir de maintenant, encore une fois, nous on attend. Que va-t-il annoncer le 1er février ? Est-ce qu'il valide ou pas ? Moi j'aime bien son I'd rather not to. Enfin, quand il parle des Chinois, vraiment je préférerais ne pas avoir. Oui, mais moi aussi. La main sur le cœur. Absolument. I'd rather not to. Moi aussi, je préfère qu'il ne pas. C'est non, de mais tout le monde. C'est sa sincérité à lui. Est-ce qu'effectivement on va trouver un terrain d'entente ? En Europe, on le connaît. Le chemin en Europe, c'est acheter du gaz américain. Ok, nous, on est preneurs de toute façon. Fondamentalement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Donc, si c'est ça le deal. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a dit. S'il suffit de ça pour s'entendre avec Trump, on va s'entendre. Donc, non, mais si les attentes sont là, c'est faisable. C'est plus compliqué côté chinois, évidemment. Mais pour nous, c'est faisable. Sur le dollar, Benoît, je vous laisse réagir, mais sur le dollar, et je ne sais pas si ça implique la Fed aussi dans la discussion d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut imaginer un dollar qui continue de se détendre face aux grandes devises ? C'est tout à fait possible, bien sûr. Ça va c'est cohérent avec ce qu'on décrit. C'est parfaitement cohérent. Ce qui nous dérange encore une fois aux États-Unis, c'est pas fondamentalement cet exceptionnalisme américain. Il est parfaitement validé, mais il n'y a qu'un pas pour tomber dans l'exubérance aussi. On parlait des valorisations. Encore une fois, les valorisations, moi, c'est pas gênant d'avoir des valorisations élevées, mais quand on a des taux qui s'approchent, entre 4,5 et 5. Prime de risque négative maintenant sur les actions américaines. Assez largement négative. Donc ce sont des messages assez forts. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que les marchés s'étaient facilement accommodés de la perspective Trump avant. C'est-à-dire qu'on voyait ça comme un peu plus d'inflation, mais on s'en fiche un peu, il y a plus de croissance. C'est un scénario qui me semble un peu simple. En réalité, c'est plus complexe que ça, l'arrivée de Trump. C'est très différent de son premier mandat. L'économie est en pleine accélération. Il n'y avait pas de problématique inflationniste. Là, il a été élu justement sur la problématique du pouvoir d'achat. Donc, il ne peut pas se permettre ce genre de choses. Et en termes d'action publique, ça va être quand même aussi plus compliqué en termes de financement. On oublie que sa promesse de baisse d'impôts, en face, il y a un programme de baisse de la dépense qui est massif. Scott Bessent évoque 3% d'objectif de déficit. S'ils font ça, c'est très difficile de ne pas avoir d'impact, au moins transitoirement, sur la croissance. Faut le savoir, même si à long terme, ça peut être très bon, mais d'un point de vue transitoire, c'est très difficile. Et donc, quand vous regardez, au final, le Trump, c'est quoi ? C'est peut-être un peu plus d'inflation, mais aussi un peu moins de croissance, probablement, en réalité. Et ça, dans ce qui est pricé aujourd'hui, c'est pas le cas. On voit que la croissance, dans ce qui est derrière le dollar, c'est pas ça. Et donc, effectivement, encore une fois, ça appelle à être vigilant, à diversifier son portefeuille. Et la logique qui est derrière, c'est celle qu'on peut voir sur le dollar. Donc là, effectivement, le différentiel de politique monétaire qui joue, etc., à un moment, voilà, les fondamentaux reprennent le dessus. Hormis le momentum de croissance réel aux États-Unis, les fondamentaux pour le dollar ne sont pas si bons que ça là, pour 2025, Arnaud ? J'ai l'impression qu'on ne voit pas de grandes variations. On ne voit pas non plus l'euro qui paye de folie. Il faudrait quand même qu'il y ait des perspectives. Vous ne voyez pas de pagaille monétaire ou de pagaille de devises là, sur 2025 ? Je reviens juste sur la cote américaine. La bonne nouvelle, effectivement, malgré tout, d'abord, c'est encore cœur de portefeuille, et que il n'y a plus que les M7 ne sont plus les seuls à contribuer. Il faut juste se rappeler, en 2023, les M7, ils dominent outrageusement, mais toutes. En 2024,
les M7, pas toutes les M7, parce qu'il faut juste se rappeler, il y a Nvidia loin devant, et il y a Microsoft, et il est à 12%, hein, donc bien loin que le SPI, le SP500. Et en 2025, cette fois-ci, c'est pas toutes devant, loin de là, il y a des hausses et des baisses. Pour l'instant. Donc en fait, on a... Apple est déjà bien en baisse, par exemple. Exactement. Donc la dispersion au sein des M7, bien sûr, elle est déjà commence à être forte. Donc ça veut dire que les gens, on a une capacité de sélectivité au sein des M7. Alors qu'avant, c'était un train, il fallait toutes les avoir, ça s'appelait M7, donc il fallait les avoir. Là, c'est beaucoup plus subtil, et tant mieux, parce que voilà, la concentration est un handicap quand même. D'abord, ça rend les marchés parfois fragiles, et deux, c'est un handicap pour la suite. On s'ennuie. Donc, non, et, voilà. Donc, et alors maintenant, le côté Fed, malgré tout, les derniers chiffres d'inflation, ceux de décembre pouvaient craindre les choses, les tout derniers rassurent un peu. Visiblement, oui. Donc, à 10 voyons bips, voir. 10 bips près, oui, on est rassuré. Voir. Et Waller a rappelé qu'il était prêt plutôt. Gouverneur de la Fed, Gouverneur de la Fed, qui était prêt plutôt à poursuivre les baisses. Donc, on ne pense pas à 3-4 forcément, mais ne serait-ce que 1 ou 2 ou 3 sur l'année, parce que les anticipations sur le marché sont formidables. C'est-à-dire que quand on en anticipe 5, on repasse à 0. Là, maintenant, on est revenu à un grand swing. Hein. Oui, on parlera des swings juste après, nous, mais c'est vraiment des mouvements de swing importants. À quelques semaines près, on peut anticiper 5 ou 0 baisse. C'est dingue. Et donc là, on est plus mesuré, donc tant mieux, parce que c'est là où c'est il y a bien. le moins Trump de a demandé hier des baisses de taux, et pour tout le monde même. Il dit qu'il faut que les taux baissent partout dans le monde. Oui, parce qu'il est habitué au financement par la dette aussi. Pas que par les fonds propres, aussi par la dette. C'est tarifman et real estate man aussi. Donald Trump, il vient de là. Voilà. Moi, je veux bien, puisqu'on parlait de la Fed, je sais pas, un petit commentaire sur le Japon. La Banque du Japon a monté ses taux de 25 points de base. Alors, c'est pas 0, c'est autour de 0,5, c'est le taux directeur japonais. Très différent de ce qui s'était passé cet été, Arnaud. Oui. Ils n'avaient pas du tout préparé en l'été. Non. Donc c'était évidemment, en plus, dans un moment où les marchés ne sont pas les plus liquides, au début août. C'est-à-dire que le risque sur le carry, etc., c'est quelque chose qui est un peu passé là aujourd'hui. Là, si on annonce à ce point des hausses de taux, c'est évidemment complètement différent. À chaque fois que la BOJ va faire ça, la Banque centrale du Japon, les marchés pourront l'accepter parce que c'est tellement bien préparé. D'accord. Puis on vient de tellement loin, il y a encore un peu de place. Oui, d'ailleurs, le yen ne s'est pas tellement renforcé, loin de là. Hein. Exactement. Il en faudra beaucoup plus pour que le yen se renforce. Okay. Alors, on peut imaginer, malgré tout, un yen qui se renforce un peu encore dans les semaines qui viennent, mais c'est rien. Il ne va pas revenir. En gros, on est à 155, comme vous l'avez. On peut imaginer vers 150, mais on ne voit pas non plus un retour extrêmement figurant dans l'autre sens. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Voilà. Voilà. Okay. C'est une bonne appréciation. Probablement, mais pas plus. Bon, il nous reste 2 minutes. Gardez encore la parole. C'est quoi le positionnement, là, effectivement, une fois qu'on a dit tout ça, pour cette année, pour attaquer cette année 2025, en attendant les prochains épisodes, j'imagine. Donc, on a été beaucoup US en 2024 et on a réalloué un peu fin 24 et début 25. D'ailleurs, une des manières de réallouer sur l'Europe, parce que malgré tout, on a vu qu'il y avait quelques hypothèses à lever, notamment les droits de douane, c'est y aller aussi par option. C'est-à-dire que cette fois-ci, y aller via option d'achat, parce que la volatilité est relativement faible. Et dans les portefeuilles, ça fait quand même pas mal de bien depuis le début de l'année parce que finalement, les 7% qu'on évoque de hausse ont été bénéfiques. Donc oui, il y a des par étapes d'abord, parce qu'il faut lever les hypothèques, et pourquoi pas via option d'achat. Bon. Voilà. Sophie, quelle est la logique là, qui vous anime dans les fonds diversifiés d'allocation d'Orval ? Alors, toujours plutôt bien investi, très diversifié géographiquement, mais nous on pratique l'équipondération, donc on va effectivement aller travailler une partie importante de la cote. Les thèmes qu'on aime bien, plutôt procycliques, on aime bien les financières européennes et japonaises. C'est-à-dire que la hausse de taux Japon, pour nous, on l'attendait et on pense que ça va se poursuivre. Il y en aura d'autres ? Il y en aura d'autres et on va avoir les banques japonaises vont continuer à bien se comporter parce qu'elles vivent la normalisation qu'ont vécu les banques européennes. Donc ça devient une configuration plus favorable. Le pouvoir d'achat des ménages s'améliore aussi. On va repasser en salaire réel positif. Donc on a aussi cette configuration au Japon. On aime toujours bien les histoires autour de l'investissement technologique et les investissements de transition. Que ce soit effectivement l'intelligence artificielle, l'électrification, ça reste quand même des tendances très très fortes. L'efficience énergétique, ça continue toujours à porter un certain nombre de valeurs de la cote. Et puis on a toujours un espoir sur un éventuel retournement industriel qui viendrait en fait de la fin de cette phase de déstockage. Donc dans l'ensemble, plutôt un positionnement procyclique et on commence à s'interroger sur un éventuel retour sur les taux.
Oui, parce que effectivement, on était resté 3 ans. Ouais, ça vous intéressait pas vraiment. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas de duration. Dans un et là, fonds flexible. effectivement, on commence à regarder ça un peu plus. De 25% de taux réel aux États-Unis, ça commence à se regarder. Les enchères sur le TIPS 10 ans hier, ça sort à 2,24. Voilà. Donc effectivement, il y a des choses. Rapidement, pour conclure, elle vous a volé votre conclusion. Exactement ce que j'évoquais. Nous, on a eu tendance, alors bien évidemment, au-delà du message diversification, faire un peu autre chose que des US dans le portefeuille d'action. Ça, on a compris. On a de nouvelles fenêtres d'opportunités sur les marchés obligataires, un peu plus en Europe parce qu'il y a un peu plus de certitude sur les taux, mais même aux US, dans cette logique de fixer un rendement, ça retrouve beaucoup de sens, donc on le fait. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Arnaud Faller, CPR AM, Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management.